Donc, j'ai la charge de présenter aujourd'hui la journée par une introduction générale sur les enjeux des réseaux sociaux pour la communauté scientifique. Alors, mon intervention va se passer en 3 points. Tout d'abord, un bref retour sur le contexte et l'état des lieux des réseaux sociaux. Ensuite, une typologie des réseaux sociaux, de ce qu'on entend par réseaux sociaux et outils de réseautage. Et enfin, quelques retours sur les usages et pratiques généraux des réseaux sociaux. Alors, première partie, donc contexte et état des lieux. Sans vouloir revenir trop en arrière, donc il faut déjà se rappeler que les principes de réseautage, de discussion, de communication entre chercheurs sont déjà anciens, que ce soit par des rencontres réelles, donc dans les salons, mais aussi des échanges via des journaux scientifiques. Donc en France, le premier journal de ce type, c'est le journal des savants au milieu du XVIIe siècle. Donc déjà à l'époque, 17e, 18e siècle, des pratiques informationnelles et communicationnelles importantes pour les communautés scientifiques, pour l'échange d'idées, pour la discussion d'hypothèses, ce genre de choses. Évolution néanmoins au cours du XXe siècle avec tout d'abord le développement d'Internet. Donc Internet, d'abord utilisé par la communauté scientifique. Donc, dans les années 1970, donc, qui avait pour but de favoriser le développement des pratiques des chercheurs, que ce soit aussi bien par des pratiques de travail en temps réel, mais aussi des pratiques communautaires et interactives. La possibilité aussi, à partir des années 70, c'est le développement d'Internet, de travailler beaucoup plus facilement sur des données non textuelles. Donc ça, c'est les années 70, Internet, et l'autre développement pour les communautés scientifiques, c'est le développement d'Internet à partir du milieu des années 90. Donc là aussi, de nouvelles pratiques s'imposent dans les communautés, que ce soit les forums, les listes de discussion, les bases de données, ce genre de choses. Et enfin, dernière étape de cette rapide chronologie, le développement dans les années 2005 à peu près, et jusqu'à maintenant, de ce qu'on appelle le Web 2.0, c'est-à-dire, on entend parler maintenant du 2.0 un peu dans tous les domaines, donc c'est le web tel qu'on le connaît à l'heure actuelle, un web visant à plus de simplicité dans l'utilisation des outils plus ergonomiques, plus faciles à utiliser, et aussi une évolution des usages et des pratiques, avec des pratiques plus communautaires, plus collaboratives, ce genre de choses. Si on regarde maintenant plus particulièrement quelques produits phares, quelques outils phares de ce qu'on appelle le Web 2.0, c'est tout d'abord le développement dans les années 2000 des blogs, après dans les années 2006-2008 des réseaux sociaux grand public, et après, tout ce qui concerne plus particulièrement les réseaux sociaux, le développement de réseaux sociaux professionnels à partir des années 2004, à peu près, et dernière en date, là c'est tout récent, c'est à partir des années 2008-2009 à peu près, ce qu'on appelle plus particulièrement les réseaux sociaux scientifiques. Donc une imbrication en fait de type de réseautage pour la communauté scientifique plus particulièrement. Alors, qu'est-ce qu'on entend par réseaux sociaux ? Bon, alors là, c'est une définition d'un sociologue, parce que je ne vais pas revenir sur la question des réseaux sociaux dans l'anthropologie, les années 50, etc., etc. Donc, un réseau social, c'est peut être défini provisoirement comme constitué d'un ensemble d'unités sociales et des relations que ces unités sociales entretiennent les unes avec les autres, directement ou indirectement, à travers des chaînes de longueur variable. Qu'est-ce qu'on doit retenir sur toute cette définition ? C'est l'idée que les réseaux sociaux sont le moyen de créer de nouvelles relations entre les gens et de mettre en valeur non seulement des échanges, des discussions, ce genre de choses, mais aussi également ça met en valeur ce qu'on appelle les liens faibles, c'est-à-dire que vous pouvez en fait prendre connaissance d'amis par exemple, qui vous fourniront d'autres éléments et d'autres informations que votre strict cercle social.
Alors là aussi, une évolution importante du côté des réseaux sociaux avec le développement des pratiques numériques. Et ce qu'on appelle, à partir des années 2000, les RSN, on trouve des fois ce sigle pour réseaux sociaux numériques, qui en fait sont juste au numérique ce que sont les réseaux sociaux à l'anthropologie réelle. Alors, différentes personnes ont un peu théorisé sur les réseaux sociaux numériques. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'en fait, les réseaux sociaux, à l'époque d'Internet et du web ensuite, sont en fait non seulement des outils de style réseaux sociaux de type Facebook, donc avec des profils et des échanges et des abonnements sur des comptes, mais aussi en fait beaucoup plus largement tout ce qu'on peut appeler outils de réseautage, de social networking, comme on peut le dire en anglais. Tout ce qui permet en fait de créer du lien. Et en fait, tout simplement parce qu'on se rend compte que les outils 2.0 de type plateforme de contenu comme YouTube, Flickr, ce genre de choses, en fait, créer des notions floues entre un réseau social et des plateformes de contenu, parce qu'on voit de plus en plus des réseaux sociaux, on en verra cet après-midi avec des réseaux sociaux professionnels, qui sont aussi des plateformes sur lesquelles on peut mettre du contenu, et réciproquement, les plateformes sur lesquelles on peut mettre du contenu, que ce soit par exemple, je citais YouTube et Flickr, sont aussi l'occasion de créer du réseautage. Donc ça, c'était pour les réseaux sociaux. Maintenant, si on revient brièvement sur le contexte aussi du monde académique, pour comprendre un petit peu dans quel contexte cela se situe, en fait, on voit, bien sûr, je ne vous apprends rien, vu que vous travaillez dans ce milieu, sur un développement des pratiques numériques dans différents domaines. Tout d'abord, le contexte académique est marqué par de nouveaux enjeux beaucoup plus prégnants certainement qu'au milieu du XXe siècle, avec une compétition et une concurrence accrue entre les structures de recherche, l'injonction à l'excellence, la nécessité d'une plus grande visibilité, c'est le fameux Publish or Perish, cher aux personnes pour la bibliométrie. C'est également du côté de la recherche, une recherche plus ouverte, ce qu'on appelle l'open science, face à l'augmentation par exemple des coûts des éditions électroniques. On voit se développer des pratiques plus ouvertes de mise en commun de la science, avec le développement des publications et des archives ouvertes. Tout ce qui permet en fait de rendre plus visibles les travaux, les échanges, ce genre de choses. C'est dans ce contexte-là que se développent en fait les réseaux sociaux scientifiques notamment. Et enfin, dernière couche sur ce contexte en mutation assez accélérée, le développement du numérique avec d'un côté la visibilité numérique du chercheur, ce qu'on appelle en fait l'identité numérique, la création d'un profil déterminé, on en reparlera, et aussi ce qu'on appelle la science 2.0, donc en fait l'utilisation d'outils et de pratiques propres au web 2.0, par exemple les carnets de recherche de blog, des réseaux sociaux, le fait de mettre des tags, ce genre de choses, appliquées au domaine académique. Juste pour faire un bref retour sur la situation des réseaux sociaux. Donc, Paul Thuy, en introduction, indiquait que les réseaux sociaux sont une question qui dépasse largement le contexte de la communauté scientifique. Donc, tout simplement, on sait que 84% des internautes mondiaux sont membres d'un ou plusieurs réseaux sociaux. Et ça représente ce réseautage social, ce social networking, 22% du temps passé en ligne. Donc, à peu près un quart de la durée. En France, la dernière étude de l'IFOP, qui date de novembre 2012, indique que 82% des internautes français se déclarent membres d'au moins un réseau social et en moyenne, un internaute en France est membre de 3,5 réseaux sociaux. Alors, réseaux sociaux de type Facebook, Flickr, YouTube, ce genre de choses. Du côté des universités, en fait, on voit se développer une utilisation des réseaux sociaux
par les institutions. Donc aux États-Unis, 95% ont un Facebook, 3/4 un blog. En France, utilisation de Facebook et de Twitter. Mais du côté des institutions, ce sont des utilisations en fait qui recouvrent des utilisations qui existent déjà de communication. Il y a généralement peu de nouveautés et peu de différences entre les réseaux sociaux tels qu'ils sont utilisés par les universités, les grandes écoles, etc., par rapport aux pratiques antérieures de newsletters, de publications de ce type. Du côté maintenant de la communauté scientifique plus particulièrement, donc là je cite c'est un graphique tiré d'une des dernières études sur les réseaux sociaux académiques qui date du début de l'année 2012. Donc c'est l'utilisation, la question c'était quelle était l'utilisation des médias sociaux par les professionnels de la science, chercheurs, documentalistes, ce genre de choses. Et donc on voit en fait, donc vous voyez en bleu marine le pourcentage le plus élevé, et après plus vous vous éloignez vers la droite, moins les gens l'utilisent. Et donc on voit que le premier outil utilisé par les chercheurs au quotidien, ce sont les newsletters, les groupes, les listes de diffusion, ce genre de choses. Et vous voyez apparaître néanmoins dans la suite des items tout ce qui concerne le Web 2.0, donc les réseaux sociaux non académiques en deuxième, des commentaires ou la lecture de blogs en troisième, la gestion de documents en ligne, etc., etc. Donc on voit progressivement apparaître une utilisation dans les communautés scientifiques du Web 2.0. Et d'ailleurs, c'est ce que indiquent aussi deux études qui ont été faites, donc l'une en 2010 par le RIN sur les chercheurs anglais, et la deuxième, donc c'est celle qui est sur la droite, par le GISC sur les doctorants anglais, sur la période 2009-2012. Et ces deux études montrent que d'un côté, les chercheurs, en fait, connaissent globalement les outils du Web 2.0 et de réseautage, mais qu'en fait, ils ne les ont pas encore totalement insérés dans leur travail quotidien. Ils y voient plus un moyen d'une activité supplémentaire, par exemple la publication de références bibliographiques, ce genre de choses. Et du côté des doctorants, là aussi, globalement, les outils sont connus, mais ils en attendent, au contraire, une utilité réelle dans leur quotidien. Et donc, en fait, les différentes études qui sont publiées sur les réseaux sociaux académiques depuis 2009-2010 à peu près, montrent que ce sont encore souvent des outils considérés par les communautés scientifiques comme en attente de légitimation et de validation. Ils ont encore, si on regarde les études, donc les interviews en fait des personnes concernées par ces études, ils sont en attente d'une véritable, ils attendent de voir si c'est vraiment très utile à leur travail et comment ils peuvent l'insérer. Donc ça, c'était pour le panorama général. Maintenant, un bref retour sur ce qu'on entend par réseaux sociaux, quel type de réseaux sociaux, sachant que ce sont juste quelques notions et que les interventions d'aujourd'hui, en fait, permettront de voir plus en détail la plupart de ces outils. Alors, les outils... L'une des études que je citais tout à l'heure, datant de début de l'année 2012, indiquait que, en tout cas pour les sciences humaines et sociales, les chercheurs, même s'ils les utilisent encore peu, disposent d'outils désormais matures pour réseauter, que ce soit les wikis, les blogs, ce genre de choses. Ces réseaux sociaux peuvent être rangés en trois grandes catégories. D'une part, les outils de production, de diffusion de l'information, de type wiki, blog, microblogging, ce genre de choses. D'autre part, les outils sociaux et de partage, donc c'est les réseaux sociaux plus particulièrement de style Facebook, et les communautés de partage. Et enfin, tout ce qui concerne les outils de publication en ligne de type cloud computing, mais qui ne relèvent pas particulièrement des réseaux sociaux, c'est pour ça que je n'en parlerai pas aujourd'hui.
Alors, si on regarde les outils permettant de produire et diffuser de l'information, le produit le plus ancien dans la chronologie, puisqu'il date du milieu des années 90, c'est les wikis. Alors, comme l'illustre la petite vignette, je pense que c'est assez parlant. En plus, si on prend l'exemple de Wikipédia, c'est aussi parlant. Le principe vraiment des wikis, c'est une souplesse d'utilisation avec une écriture collaborative et mise en commun d'informations, de discussions, ce genre de choses, facilitée en plus par la présence généralement d'un historique. Et donc le but, c'est de créer un espace de travail collaboratif, mais aussi éventuellement des bases de connaissances de type encyclopédique, pour reparler de Wikipédia. C'est un outil en fait toujours très intéressant puisque ça permet, on peut l'utiliser aussi bien dans le cadre du travail que dans le cadre plus particulièrement pédagogique. Donc, il y aura une intervention plus particulière sur les wikis avec l'intervention d'Hélène Laxener et de Christian Reich sur la ferme de wiki à Sup-Agroflorac et qui vous parlera de ces deux facettes en fait du travail, du wiki, outils de travail et outils pédagogiques. Une question qui se pose en fait sur les wikis, c'est les auteurs. Parce que quand on pense à Wikipédia, on pense souvent outils anonymes, les wikis anonymes, etc., etc. En fait, la question de l'autorité sur les articles publiés se pose. C'est une question importante, bien sûr, l'autorité d'un article, de la paternité, etc., pour la recherche scientifique. Et en fait, avec les wikis, on voit apparaître différents types d'accès et de modifications hiérarchisées, aussi bien anonymes qu'avec inscription, public, privé, etc., etc. Et donc, par exemple, pour PlantUse, qui permet en fait un accès sur connexion, et donc qui sera présenté par Michel Chauvet. Autre produit phare des réseaux sociaux, les outils de blog. Alors les blogs, on estime que aux États-Unis, 35% des chercheurs tiendraient un blog. Ça, c'est des chiffres qui mériteraient quand même d'être interrogés plus particulièrement au regard des dernières études. Donc le blog, c'est un outil que vous connaissez tous maintenant, un outil de publication dynamique, présentation avec des billets présentés par ordre antéchronologique, et c'est surtout en fait un espace de réflexion informelle, la présence d'une accumulation en fait de réflexion et la possibilité de faire des commentaires. Et c'est justement cet aspect un peu informel et la présence possible de commentaires qui explique que si les blogs se sont développés à la fin des années 1990, et c'est à partir des années 2002, on voit apparaître des utilisations plus particulières dans le cadre de la communauté scientifique avec ce qu'on appelle le blogging scientifique. Alors le blogging scientifique, c'est tout simplement le fait que des chercheurs, des documentalistes, etc., tiennent un blog, des carnets de recherche, des carnets de fouilles, ce genre de choses. Tout simplement, il ne faut pas oublier aussi que les blogs peuvent être aussi bien individuels que collectifs. Blog ne veut pas nécessairement dire individuel. Et donc ce sont des outils permettant la publication d'informations, de résultats de recherche, d'hypothèses. Et donc je renvoie à la présentation de Virginie Simon qui suivra juste après la mienne sur la plateforme Hypothèse en SHS. Et les outils en fait de blog permettent aussi de favoriser ce qu'on a pu appeler un séminaire permanent, c'est-à-dire en fait un lieu d'échange, de commentaires, de discussion autour d'hypothèses rédigées. Et enfin, les blogs, plus sans doute que les wikis, permettent aussi de développer une certaine visibilité pour l'auteur quand il est individuel. Autre élément qui commence à gagner une grande place dans la communauté scientifique, c'est ce qu'on appelle le microblogging. Alors le microblogging, comme ça, le terme vous dit peut-être rien. Si par contre je vous parle de Twitter, ça devrait vous parler beaucoup plus.
Alors, le microblogging est en fait un des derniers avatars, on va dire, des grands outils du web 2.0, donc puisqu'il est beaucoup plus tardif que les wikis et les blogs à partir du milieu des années 2000 à peu près seulement. Donc le microblogging, c'est à mi-chemin entre la messagerie instantanée, les SMS, les blogs. Ce sont des outils de publication et de partage de connaissances et d'informations, se tenir au courant des actualités, ce genre de choses, et qui permet aussi qu'il y ait une pratique plus particulière d'échange en temps réel et à distance lors d'un colloque, par exemple. Alors le microblogging, pourquoi microblogging? C'est tout simplement parce que la taille des messages est réduite. Et si on prend par exemple l'exemple de Twitter, Twitter est surtout connu par son utilisation de 140 caractères uniquement par tweet. Twitter, juste pour donner un chiffre, actuellement c'est 500 millions de comptes et on estime qu'il y a à peu près 340 millions de tweets qui sont produits par jour, 8e site mondial, etc. Donc un site qui commence à être populaire et qui commence à avoir trouvé, qui a trouvé progressivement une place dans la communauté scientifique pour des buts précis. Néanmoins, la question de Twitter et du microblogging n'est pas sans poser des questions à la communauté, tout simplement parce que des études ont prouvé que le contenu était assez faible. On considère qu'à 57%, le contenu d'information et d'échange est faible. Parce que c'est souvent en fait des outils permettant d'exprimer des pensées, ce genre de choses, et pas forcément du contenu très poussé. Et en outre, le problème aussi de ce genre d'outils, c'est qu'il joue énormément sur la question du temps réel, de la brièveté des messages qui bien sûr s'oppose au temps plus long de la recherche. Du côté donc maintenant, après tous ces outils qui permettent de publier, de diffuser, d'échanger de l'information, venons-en plus particulièrement aux outils qui permettent de réseauter, de créer des liens, de trouver des experts, ce genre de choses. Donc les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, en fait, c'est pas nouveau, hein, c'est ce que je disais en introduction, les échanges, la collaboration, la nécessité de trouver des experts dans un domaine, ce genre de choses sont en fait assez anciens. Et en ce qui concerne les réseaux sociaux, on voit développer des réseaux sociaux extrêmement divers, que ce soit par leur création. Donc, est-ce que c'est une institution qui a créé un réseau social ou est-ce que c'est plutôt une entreprise à visée commerciale? Des diversités aussi du côté de la communauté concernée, communauté généraliste ou thématique, diversité aussi pour l'usage, etc., etc. Si on fait une brève typologie des réseaux sociaux, à l'heure actuelle, tous réseaux sociaux qui peuvent être utilisés par la communauté scientifique à des degrés divers. Donc on voit d'abord les réseaux sociaux généralistes de type Facebook ou Google+. Donc Facebook, le mastodonte d'Internet à l'heure actuelle, puisque c'est le 2e site mondial derrière Google, et il a dépassé en octobre dernier le milliard de comptes. Mais ça, c'est des réseaux sociaux pour le milieu académique plus de discussion, en fait, pas forcément de réseautage de type vraiment scientifique. Autre type de réseaux sociaux, les réseaux sociaux professionnels. Donc ça, on en trouve, il y en a deux en fait qui dominent le marché, LinkedIn d'un côté et Viadeo de l'autre. Donc LinkedIn, il faut savoir que c'est le réseau social qui s'est le plus développé en France en 2011. Et donc 175 millions de comptes à l'heure actuelle. Donc ça, en fait, c'est tout simplement la possibilité de mettre des CV en ligne. Ça, c'est assez connu aussi. Un peu moins connu maintenant et qui mériterait d'être plus connu dans les communautés scientifiques, les réseaux sociaux scientifiques. Donc il y en a deux là aussi qui dominent le marché. D'une part ResearchGate, un peu plus de 2 millions de comptes et qui est plus tourné vers les sciences et techniques médicales. Et de l'autre Academia, un peu moins de 2 millions pour lui et qui est plus tourné vers les SHS. Et enfin, les réseaux sociaux scientifiques thématiques qui là sont destinés à la communauté scientifique pour des thèmes particuliers. Et donc j'en cite deux dont on vous parlera aujourd'hui, My Science Work qui sera présenté par Virginie Simon et enfin Biomed Expert par Dominique Fauchier. Donc My Science Work par exemple, réseau social destiné à l'open access.
Enfin, du côté des communautés de partage, donc les communautés de partage, ce sont des plateformes de stockage et de contenu d'information, alors de tout type, hein, que ce soit du texte, des vidéos, du son, ce genre de choses, des tags, etc. Et qui sont souvent disposent à la fois d'espaces publics et d'espaces privés, qu'on peut en fait rendre, enfin qu'on peut rendre privés si on le souhaite. Et ça permet aussi des utilisations personnelles avec le développement de propres systèmes d'indexation, de propres classements, etc., etc. Là aussi, un petit tour de la situation. Donc, on en trouve un certain nombre et une partie d'entre eux vont vous être présentés dans la journée. Donc, d'abord, les références webographiques, en fait, mettent des signets en ligne au lieu de les avoir sur votre propre navigateur Internet, par exemple. Donc, les plus connus, Delicious et Digo. Et donc, pour Digo, il y aura une intervention sur l'utilisation à AgroDoc West. Références bibliographiques, donc d'articles, de revues, de thèses, ce genre de choses. Donc dans la communauté scientifique, il y en a 4 qui dominent, avec des périmètres plus ou moins variés selon les disciplines et selon les langues, sachant que les 4 sont en fait majoritairement anglo-saxons. Mendeley, Zotero, Conotea et Cite You Like. Là aussi, des interventions dans la journée vont vous en parler. D'autres communautés de partage, c'est les outils qui vous permettent de mettre en ligne les différentes étapes de votre recherche. Parce qu'en fait, ce qu'on voit apparaître avec l'open science, et notamment avec les outils du Web 2.0, c'est le fait qu'on ne publie plus seulement les conclusions, comme on publie un article, mais on peut publier aussi l'ensemble des outils, des données qui ont été publiées pendant la recherche, les hypothèses, les échecs, les réussites, ce genre de choses. Et donc, on en trouve plusieurs à l'heure actuelle. Donc, MyExperiment, par exemple, ou Figshare, qui concerne plus les hypothèses qui échouent. Encore un autre type de communauté de partage de documents. Alors, ce sont des plateformes généralistes, là, SlideShare, Izu, Calameo, qui ne sont pas exclusivement destinées à la communauté scientifique académique, mais qui peuvent permettre de trouver des informations, de publier et d'être plus visibles à l'extérieur. Et donc, là aussi, vous aurez une intervention de la part d'Olivier Piot pour présenter ces 3 plateformes. Et enfin, dernière arrivée en fait sur le marché, on va dire, des communautés de partage, ce qu'on appelle les outils de curation. Alors le mot curation est un mot qui est un peu à la mode cette année. Vous en avez certainement entendu parler. Et pour faire simple, c'est tout simplement des outils qui permettent en fait de sélectionner des sources et de les republier à destination d'une communauté particulière. Et donc, pour NetVibes, vous aurez l'exemple du centre de documentation Observatoire Midi-Pyrénées. Et pour Scoopit, vous aurez la présentation de l'utilisation à AgroDoc West. Donc ça, c'était pour la typologie des réseaux sociaux. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est moins de savoir en gros quelle est la typologie que de savoir ce qu'on peut en faire, quels sont les usages, les pratiques, les utilisations plus particulières dans le monde académique. Alors, une étude, donc l'étude de RIN en 2010 indiquait que les chercheurs estiment que le Web 2.0 accroît leur notoriété, facilite les collaborations, notamment au niveau mondial, et enfin permet des échanges plus informels avec la présence de commentaires, d'interactions avant ou après la publication de résultats de recherche, ce genre de choses. Il faut d'abord se mettre en tête que ces outils de réseautage peuvent être présents à chaque étape du travail du chercheur, que ce soit depuis trouver des informations bibliographiques, être au courant de colloques, ce genre de choses, gérer l'information, produire de nouvelles informations, rédiger des articles, etc., etc. C'est valable, en fait, ces outils peuvent être utilisés aussi bien pour les sources primaires, produire des données de recherche par exemple, que publier des documents secondaires.
Alors là aussi, on va faire un petit tour du propriétaire, on va dire, pour voir un petit peu quelles sont les utilisations possibles. Alors en fait, il y en a deux principales. Tout d'abord, tout ce qui concerne la publication, et l'autre, tout ce qui concerne en fait le réseautage. Alors, pour commencer, un tweet qui a été publié par Olivier Scheidt, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, qui est donc maître de conférence en sciences de l'information, et qui, il y a 15 jours, disait sur Twitter, voilà plus de 10 mois que je n'ai pas ouvert mon agrégateur RSS, vous êtes mon nouvel agrégateur. Tout simplement en fait pour dire que c'est via Twitter maintenant qu'il reçoit le plus d'informations sur ces sujets, aussi bien des références bibliographiques que des annonces de colloques, ce genre de choses. Et qu'il considère, là avec provocation certainement, qu'il n'a plus besoin de son agrégateur RSS pour savoir un petit peu ce qui se passe dans son domaine. Alors, quel type d'information? Donc, en fait, on peut trouver déjà des bibliographies, bases de références bibliographiques, plateformes de signets, bibliographies indiquées sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un élément qu'on vous présentera dans la journée, mais une partie des réseaux sociaux de type Academia ou ResearchGate ou Biomed Expert propose la possibilité de publier des bibliographies sur son profil. Donc, des bibliographies en général, avec des thématiques par exemple, la possibilité aussi de découvrir des références bibliographiques ponctuelles, l'annonce d'un article intéressant, l'annonce d'une numérisation en cours, etc. etc. Et une étude récente vient de montrer que pour les réseaux sociaux sont intéressants, sont complémentaires en fait des bases de données traditionnelles, dans la mesure où ils prennent en compte beaucoup plus facilement les références les plus récentes, alors que pour les bases de données, bien sûr, il faut le temps de traitement des informations et de leur mise en ligne. Alors que si vous regardez sur les réseaux sociaux, vous allez pouvoir trouver des informations récentes. Donc, rechercher et partager l'information, donc la possibilité aussi de découvrir donc, des éléments de recherche à travers le blogging scientifique, les références et les données liées à des expériences ou aussi des supports de présentation, de colloques, ce genre de choses qui permettent en fait de faire un point ponctuel sur un sujet ou un autre. Alors SlideShare, dont je vous parlais tout à l'heure et dont il y aura une présentation dans la journée, permet en fait est de plus en plus utilisé par la communauté scientifique pour mettre en ligne des publications lors de colloques, d'interventions, ce genre de choses. Autre élément qui peut être intéressant de connaître et qu'on découvre via les réseaux sociaux, c'est tous les projets en cours. Projets de veille, projets de communication, projets de bourse. Donc l'appel par exemple ANR quand il est publié sur le site de l'Agence nationale de la recherche, les annonces de bourse, etc., etc. Un élément qui s'est développé essentiellement en fait avec les réseaux sociaux est la pratique du microblogging, qui est en fait un des points les plus importants pour Twitter, c'est la pratique de live tweet, ce qu'on appelle le live tweet, c'est-à-dire en fait le fait que sur les réseaux sociaux Twitter en temps réel, on puisse faire participer différentes personnes autour de ce qu'on appelle un hashtag, donc c'est le signe dièse, et qui permet en fait de rassembler en un seul point d'accueil, donc vous le voyez là sur la partie droite, l'ensemble des échanges qui ont été publiés par les participants au colloque sous forme de synthèse. Donc c'est un outil une fonctionnalité qui est de plus en plus utilisée dans la communauté scientifique et qui permet en fait de suivre des colloques à distance sans être nécessairement obligé d'être présent. Et enfin, un dernier élément qu'il ne faut pas oublier et qui permet en fait de trouver des informations, c'est tout simplement mettre à profit sa communauté pour répondre à des questions. Il a besoin d'achat d'un nouveau produit, une étude comparative, une recherche de fonctionnalités sur une base de données, etc. Il suffit de poser la question sur le réseau social pour éventuellement trouver la réponse. Et donc, je vous citais l'exemple d'Olivier Scheidt tout à l'heure,
donc avec son Twitter où il n'a plus besoin de flux RSS. Et donc, dans un article publié à la même période, il disait de façon provocante, Twitter est le nouveau Google. C'est-à-dire qu'en fait, sur Google, vous cherchez quelque chose, et puis vous avez parfois la chance de le trouver, si vous savez formuler, si vous savez où chercher, etc. Alors que sur Twitter, vous posez la question et c'est les autres qui vous répondent. Et donc, en fait, c'est là ce qu'on appelle l'intelligence collective. Donc en fait, c'est au lieu d'avoir des réponses classées par un algorithme de type Google, en fait, c'est les personnes qui apportent toutes leurs propres connaissances sur le sujet demandé. Et enfin, autre élément important pour ce genre d'outils, alors là c'est plutôt propre à Twitter là aussi, c'est l'utilisation en fait de Twitter pour avoir des informations en temps réel. Donc l'exemple du dessous, c'est sur Zotero, c'est juste un problème, par exemple un jour de formation où vous avez un problème sur un site en ligne, Zotero, et vous posez la question de savoir qu'est-ce qui se passe, et en fait si vous allez voir sur le site de Zotero, vous allez découvrir que le site est en panne. Donc c'est vraiment des informations ponctuelles, mais qui peuvent en fait être très utiles pour la recherche. Encore d'autres informations qu'on peut trouver. Alors vous voyez, les réseaux sociaux, c'est vraiment plein de moyens de trouver de l'information extrêmement variée. Et donc, tout simplement, trouver des emplois. Donc, c'est le cas, en fait, des réseaux sociaux professionnels de type LinkedIn, Viadeo. Et en fait, on voit que de plus en plus de recruteurs, mais aussi de personnes cherchant un emploi, utilisent les réseaux sociaux pour se faire connaître, pour découvrir de nouvelles opportunités, des projets, ce genre de choses. Et on estime par exemple qu'aux États-Unis, 80% des entreprises utilisent les réseaux sociaux comme outil de recrutement. Alors, le Web 2.0, un des principes, c'est aussi donc tout ce qui est collaboratif, mutualisation, et c'est aussi un excellent moyen de co-construire le savoir. Alors, c'est une citation. Donc, ayant publié une hypothèse inédite sur son blog, Reed Cartwright a été contacté par Luca Comay qui allait publier le même dans Plein de Sel et venait de tomber sur son billet par moteur de recherche interposé. Résultat, une copublication. Tout simplement parce qu'en fait, avec la possibilité de publier des hypothèses de recherche via des blogs, avec l'annonce de vos domaines de recherche, par exemple sur votre profil ResearchGate, vous pouvez en fait être beaucoup plus visible, aussi bien dans les moteurs de recherche que dans la communauté, ce qui ouvre la possibilité bien sûr à des copublications, des collaborations. Et c'est d'ailleurs en fait un des éléments que soulignait une des études que je citais, où, que pour les utilisateurs du Web 2.0, ces collaborations facilitaient in fine l'obtention de postes, les titularisations et les promotions. Autre moyen, alors c'est des avis, hein, c'est juste des retours d'expérience. Après, ça mériterait des études plus approfondies pour savoir si c'est vrai ou pas. Autre moyen de co-construire le savoir, alors c'est l'affaire Arsenic Life. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous en ont parlé, ça a fait un peu le buzz dans le domaine de l'astronomie et de la biologie il y a 2 ans maintenant. Donc en fait, au départ, c'est la publication sur un blog de la revue Nature, la fameuse revue Nature, d'un article annonçant que des chercheurs avaient trouvé de la vie capable, des bactéries capables de vivre dans l'arsenic. Et en fait, la publication donc s'est faite en ligne. Elle a été aussitôt reprise et démontée par les réseaux sociaux, par Twitter. L'information a circulé via des blogs, etc., etc. Et en fait, le buzz a été tel que l'information non seulement a été reprise par des grands journaux américains, mais aussi au moment où Nature a voulu le publier dans la revue papier, en fait, il a inséré les commentaires et les échanges qui ont été faits à la suite de cet article fondamental. Et donc, en fait, c'est aussi un moyen alors c'est le premier exemple de ce type, et c'est un peu l'exemple qu'on présente toujours quand on veut parler de l'intérêt du Web 2.0, etc., etc. C'est la possibilité, en fait, d'utiliser ces réseaux d'échange d'informations
beaucoup plus rapide en fait que la publication scientifique traditionnelle pour favoriser la discussion au sein de la communauté scientifique. Et donc développer de nouvelles pratiques de publication scientifique, notamment post-publication. Donc, les réseaux sociaux permettent de trouver des informations, de co-construire du savoir et bien sûr d'être visible. Alors, prenons l'exemple de M. François Roger, qui est un nom quand même assez classique et qui, en créant une page sur le réseau social ResearchGate, permet en fait de mettre son CV en ligne, avec la liste de ses publications, son réseau, etc., etc. Les réseaux sociaux, en fait, sont bien sûr un moyen de se présenter et aussi de créer une identité numérique avec l'indication des ressources en cours, des publications, des archives ouvertes, ce genre de choses. Et ça permet aussi de ne proposer qu'un seul point d'entrée. Donc là, je vous laisse imaginer le nombre de François Roger qu'il peut y avoir sur Internet, le nombre qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux, et avec la création d'une seule fiche sur ResearchGate, on peut trouver toutes les informations sur ce chercheur assez facilement. Puisqu'en fait, il faut noter que ces genres de réseaux, en fait, sont très bien indexés par les moteurs de recherche. Et donc, si vous faites une recherche François Roger, la page ResearchGate apparaîtra assez facilement dans Google, par exemple. Un autre élément que permettent en fait les réseaux sociaux, et donc c'est la possibilité de fournir des statistiques de consultation, la présentation des réseaux, la visualisation, etc., etc. Mais pour tout ce qui concerne l'identité numérique du chercheur, je renvoie à la présentation de Dominique Fournier cet après-midi. Et enfin, être visible, en fait, il ne suffit pas juste d'être visible avec un CV, c'est aussi l'occasion d'indiquer les publications sur lesquelles on est en train de travailler, un peu pour délimiter son territoire. Ou au contraire, pour donner plus de visibilité encore à des publications qui ne semblaient pas avoir de succès. Et là, je cite un exemple d'un chercheur américain qui s'appelle Peter Janisewski, et qui avait mis son article sur l'obésité sur un site d'archives ouvertes. Et, malheureusement, son article était considéré comme de qualité, mais il avait finalement assez peu de lecture. Et donc, en fait, il a tronçonné son article en différents morceaux pour les publier régulièrement sur son blog. Et en fait, c'est par son blog que son article sur l'obésité a été connu. Donc là aussi, c'est montrer en fait combien la publication en ligne ouverte permet de rendre plus visible encore la publication scientifique, un peu dans le principe de l'open access et des archives ouvertes institutionnelles. Enfin, un dernier élément pour le rôle des réseaux sociaux, c'est le fait de rapprocher sciences et société, ce qu'on appelle aussi la médiation scientifique, dont l'exemple en fait est la participation croissante de chercheurs à la contribution à Wikipédia. Et un article très intéressant d'un chercheur de l'EHESS qui s'appelait, donc la personne s'appelle André Gunther, et son article qui date déjà de 2006 ou 2007 s'appelait en fait Why Blog. Et donc en fait il avait une remarque un peu provocante quand il disait « Qui lit les annales ?» En fait, les annales, donc la fameuse revue en sciences humaines, et donc il estimait en fait dans son article que la communauté, hors de la communauté scientifique, peu de personnes vont voir les publications traditionnelles scientifiques de niveau académique, alors qu'en ouvrant un blog, en créant des comptes Twitter, ce genre de choses, la science va pouvoir se rapprocher de la société et les chercheurs vont pouvoir avoir une plus grande place dans la société, tout le mouvement des sciences citoyennes, etc., etc. Donc, pour résumer, donc, quels enjeux pour les réseaux sociaux? Alors là aussi, c'est
un tableau que j'ai repris d'une étude que je citais début 2012 sur les avantages et les désavantages liés à l'utilisation des médias sociaux, avec donc d'un côté les avantages et de l'autre les désavantages. Et donc, en fait, on peut voir 3 grands avantages pour les réseaux sociaux et l'utilisation des réseaux sociaux par la communauté scientifique. D'abord, la possibilité de trouver des informations de tout type, je vous l'ai montré, bibliographie, emploi, etc., etc. Deuxième élément, promouvoir son travail ou sa recherche. Et enfin, tout ce qui est contact. Poser des questions, trouver de nouvelles pistes, de nouvelles personnes, transdisciplinarité, etc., etc. Du côté des avantages, des inconvénients et des enjeux négatifs en fait des réseaux sociaux, c'est tout d'abord que ça nécessite un grand apprentissage, parce que ce sont des outils pour lesquels on n'a pas forcément de compétences initiales, ouvrir un blog, un wiki, ce genre de choses. Deuxième élément, le temps que ça peut prendre, parce qu'en fait, la plupart de ces services ne sont pas interopérables et nécessitent de créer un profil sur plusieurs sites, ce genre de choses. Et enfin, le danger, là c'est une question cruciale bien sûr pour la communauté scientifique, c'est tout ce qui concerne l'exposition et la publicité faite à des commentaires, à des questions sous droit, à la question liée aux droits d'auteur, ce genre de choses. Et donc, je ne vais pas rentrer plus en détail pour les avantages et les inconvénients, la nécessité en fait de former les professionnels de la recherche, que ce soit les chercheurs, les doctorants et les professionnels de la documentation, puisqu'il va y avoir une intervention de Béatrice Lacoste et Armelle Carnet et une autre de William Exbraya, et qui parleront plus particulièrement des nécessités, des formations et des compétences informationnelles pour tous les membres de la communauté scientifique. Et donc, c'est le rôle de inconvénients, avantages, enjeux positifs et négatifs des réseaux sociaux pour la communauté scientifique. C'est en fait le but de cette journée, de savoir un petit peu, via des exemples, des retours d'expérience et des réflexions, où en est la situation à l'heure actuelle. Merci.